Voilà, il est 11 heures. Il y a des retardataires, comme toujours, ce n'est pas grave, nous sommes là. Je vais céder la parole évidemment à Marc Lamrex. Tout d'abord, évidemment, à remercier Bruno Coleman d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous tous d'être avec nous. Je pense que nous avons passé un agréable moment pendant 1 heure avec M. Coleman. Marc, je vais te céder la parole. Oui, nous sommes ravis d'accueillir Bruno Coleman, donc CEO de Degroof Petercam, membre de l'Académie royale de Belgique et professeur d'université. Sujet du jour, le rebond de la crise sanitaire et son impact sur l'économie belge. Il faut savoir que tout récemment, c'était il y a une semaine, la Banque nationale a publié sa deuxième révision du PIB pour le 4e trimestre, donc le dernier trimestre écoulé. Ça a été revu à la baisse. Finalement, c'est une croissance négative de 0,2, alors que dans la première estimation, c'était plus 0,1. Donc, ça montre que le confinement accorde un impact important sur l'économie. L'an dernier, finalement, l'économie belge s'est contractée de 6,3%. C'est la plus grosse récession depuis 1945 et c'est 3 fois supérieur à la crise de 2008, donc la récession 2009 qui était de 2%. Alors, avec cette crise, le déficit public a explosé, 10% du produit intérieur brut, et la dette publique a également explosé à 115% du PIB. On pourrait même monter à 120% du PIB. Ce qui fait qu'on est très loin des normes du traité de Maastricht, les 3% et les 60%. Et je pense qu'il fera partie sans doute de la discussion avec à qui je laisse la parole. J'écoute, il n'y a rien à lire. Voilà, eh ben, écoutez, d'abord merci de m'accueillir parmi vous ce midi. Effectivement, le 10% de déficit budgétaire était assez intuitif, hein, puisque l'économie s'est tassée d'à peu près 6 et quelques pourcents, et que comme le budget de l'État représente à peu près 50% du PIB, on est dans des normes tout à fait cohérentes. Et ce qui s'est passé en fait l'an passé, c'est que la chute de PIB a quasiment au million près, au milliard près, été compensée par une augmentation du déficit budgétaire. Donc là, en fait, l'économie publique a compensé le déficit de vigueur de l'économie privée. Et ça s'est traduit mécaniquement, Marc a très très bien dit, par cette augmentation de l'endettement public, qui va probablement d'ailleurs augmenter. Alors je pense qu'on peut voir cette crise dans deux dimensions. On peut la voir à court terme, on peut la voir à long terme. Si on la voit à court terme, selon les calculs qu'on a fait ici à la banque de Degroof Petercam, on va rejoindre le rythme de croissance qui avait été envisagé à partir de 2019 qu'en 2024-2025. C'est-à-dire qu'on a une chute par rapport à cette linéarité de croissance qui bien sûr dégager des variations saisonnières, mais avant 3-4 ans. Mais il y a un autre problème qui se présente, et je pense qu'on n'en prend pas encore la dimension, parce que la comptabilité de l'État n'est pas une comptabilité classique en partie double, mais une comptabilité budgétaire, c'est-à-dire qui compare simplement les dépenses et les recettes. C'est que, en fait, tout ce déficit de croissance qu'on a maintenant va rendre plus difficile le fait de payer les engagements sociaux qui avaient été promis notamment en matière de retraite et de soins de santé. Et en fait, quand on a des crises majeures, comme on l'a eu en 2008 et maintenant en 2020, c'est comme si les défis qu'on avait envisagés se concrétisaient dans un horizon de 5 à 10 ans, se rapprochaient. C'est un peu comme si on était confronté plus rapidement que prévu à des problèmes de financement de ces engagements sociaux. Donc on a moins de temps pour les gérer avec patience et tempérance. Et c'est normal, hein, puisque comme ces engagements sociaux sont eux-mêmes basés sur de la redistribution immédiate, c'est le cas pour les retraites, et ben chaque choc, chaque perte de substance de la valeur de l'économie privée rend plus aigu ce problème de financement de ces engagements sociaux. Donc, en fait, on est en 2021 maintenant, mais si on n'avait pas eu la crise de 2020 et celle de 2008, on serait peut-être en 2040. Donc on a un rapprochement du temps par rapport à ce qui est envisagé. Et donc la véritable question, c'est de savoir comment est-ce qu'on va configurer tout ça dans le futur. Et moi, ma conviction, c'est qu'on a vraiment, presque en termes marxistes, mais je pense que c'est une bonne grille de lecture, on a deux facteurs de production, le travail et le capital.
le travail, c'est le travail contemporain, mais c'est le travail récompensé de manière différée comme les retraites, et d'autre part, le capital. Et je pense qu'immanquablement, inéluctablement, sauf à avoir des troubles sociaux, les États vont devoir continuer à s'endetter, vont devoir continuer à subir des déficits budgétaires, compensés par une impression monétaire, parce que ces dettes seront certainement refinancées par la Banque centrale, et une fois qu'une Banque centrale commence à mettre le doigt dans la création monétaire, finalement, elle ne s'arrête plus de le faire. C'est pour ça que Zalman avait été tellement réticent en 2008-2009, et l'exemple japonais le montre à suffisance. Et donc, il va y avoir un transfert de la valeur du capital vers les travailleurs, actifs ou différés. Et donc, un jour, il y aura sans doute une inflation, ou en tout cas une perte du rendement du capital, qui sera la contrepartie de ce qui était donné au travail. Donc, en fait, on va rééquilibrer probablement cette situation assez invraisemblable qu'on constate maintenant depuis 15 à 20 ans, et Piketty l'a bien montré, que la valeur du revenu du capital augmente dans le PIB par rapport à la valeur du revenu du travail. Et donc, ce rééquilibrage va se faire peut-être par un moindre rendement du capital. Et d'ailleurs, maintenant, on le constate, hein, que les gens s'inquiètent un peu de l'inflation, mais finalement, quand on défalque d'abord l'inflation, et qu'il y a inflation, dit augmentation des taux d'intérêt, et c'est normal, les taux d'intérêt reflètent l'inflation anticipée, mais finalement, quand on prend les taux en l'état, on a encore des taux à court terme qui sont largement négatifs après déduction de l'inflation, et donc il y a un transfert de richesse, de substance, qui se fait du capital vers le travail. C'est ça, en fait, la véritable question qui est posée par cette crise, et en tout cas dont la révélation est accélérée par cette crise qui nous rapproche du futur. Et je pense que c'est pas plus mal, parce que on peut pas avoir un capital qui ne perd pas de sa valeur, qui reste extrêmement rentable, et un travail lui-même qui n'est pas rémunéré suffisamment, ou pour lequel l'État n'intervient pas comme filet de sécurité comme il a fait l'année passée. Donc ça, c'est vraiment le grand débat. Donc c'est ce qu'on vit maintenant. Je pense, et je dis ça avec beaucoup d'humilité, est plus important que simplement un choc sanitaire, une pandémie. C'est sans doute le début d'une réamorce d'un équilibre sociétal entre travail et le capital. Et j'en tiens pour illustration le fait que l'euro, finalement, a été une monnaie qui est donc créée, on le sait, en février 92 par Maastricht, et puis concrétisée en 99, mais c'est une monnaie qui n'a jamais eu un ancrage dans l'économie réelle. L'euro avait simplement comme objectif de ne pas dépasser un certain seuil d'inflation, ce qui est quand même assez invraisemblable, parce que c'est la seule monnaie au monde qui est définie comme ça. Tant la monnaie chinoise que la monnaie anglaise que que le dollar, évidemment, sont définis par un ensemble de critères qui tiennent compte du niveau d'activité économique, donc implicitement du chômage. En Europe, on a voulu une monnaie qui soit complètement éthérée, apurée, désincarnée, et fondée sur le fait qu'elle ne puisse pas perdre sa valeur. Donc c'est une monnaie de rentier. C'est une monnaie un peu comme le Deutschmark ou franc suisse. Eh bien, qu'est-ce qui se passe maintenant de manière un tout petit peu saisissante? C'est que l'impression monétaire qui devient gigantesque, cette monétisation de la dette, transforme l'euro en monnaie opérative pour relancer l'activité économique, puisque les euros qui sont créés maintenant le sont par acquisition d'obligations publiques qui sont elles-mêmes le reflet d'un déficit budgétaire qui a comme objectif de compenser les faiblesses de l'économie privée en termes d'emploi. Donc en fait, on a un rééquilibrage complet qui touche même à la nature de l'objectif de l'euro. L'euro devient plus une monnaie destinée à assurer l'emploi qu'elle ne l'a été au début. Donc voilà, je pense que c'est une mutation très, très, finalement, extrêmement importante. Et cette mutation, on n'y fera pas marche arrière. Je disais hier, justement, dans ce bon site de l'Écho, qu'on reparlait de réinstaurer à un certain moment, en 2023-2024, de manière modulaire par pays, bien sûr, les critères de Maastricht, ou en tout cas de désendettement, mais ça n'a aucun sens, ça n'a aucune pertinence. Je pense qu'à partir du moment où la monnaie a été utilisée pour aider les États à aider le travail, eh bien, c'est une nouvelle logique idéologique qui est en train de s'imposer. Et moi, j'en suis assez content, parce que dans les livres que j'avais écrits sur l'euro, et notamment un livre que j'avais écrit, je crois, en 2017, qui s'appelait L'euro, une utopie trahie, j'avais conclu ce livre en disant, finalement, il faudrait un rééquilibrage idéologique de l'euro. Ça ne peut pas être une monnaie uniquement destinée à protéger la valeur du capital, ça doit être une monnaie qui doit être opérative pour retrouver le plein emploi. Eh bien, c'est ce qu'on est en train de vivre maintenant. Voilà, en quelques mots. Mais je te repasse la parole, Marc. Je ne t'entends pas.
Le micro est Le ouvert. capital. Ah voilà. Tu m'entends, Didier? Oui, oui, très bien, très bien. Ah, ok. Mais est-ce J'entends que le pas Marc. capital s'érode vraiment quand on voit que la richesse... Non, on n'entend pas, Didier? Si, si, on t'entend, maintenant je t'entends. Ok. Ok. Oui. Est-ce que le capital s'érode vraiment quand on voit la richesse qui se fait sur le marché des actions? Parce que c'est là que les capitaux se forment. Oui, alors c'est d'abord le Suite capital. à la politique de la Banque centrale. Oui, mais donc il y a plusieurs choses. D'abord, c'est le capital sans risque s'érode, et donc tout quiconque qui met son argent sur des dépôts d'épargne perd de l'argent aujourd'hui, on le sait, hein, puisque la rémunération est nulle, et même négative avec les frais, et est largement négative après l'inflation. Elle le sera d'autant plus après l'inflation qui va sans doute un peu augmenter. Et quand on réfléchit, en fait, on a sur des carnets de dépôt plus d'argent en Belgique, pour prendre le cas belge, que la capitalisation boursière de sociétés belges. Je ne parle pas de grandes sociétés comme InBev qui ne sont plus tout à fait belges. Et pour le capital en action, ce capital est augmenté par l'effet mécanique de la baisse des taux d'intérêt. Et donc, effectivement, il y a quelque chose d'assez paradoxal, c'est que, donc quand je parle d'érosion du capital, je parle d'érosion du capital sans risque. Parce que celui qui investit en action maintenant, et il a intérêt à le faire d'ailleurs, va pouvoir surmonter, s'il y a un choc d'inflation, l'ajustement de la valeur des biens vendus par les entreprises qui elles-mêmes vont s'adapter à l'inflation. Mais il y a quand même quelque chose de très paradoxal quand on réfléchit, hein, c'est que les États ne peuvent pas tolérer des taux d'intérêt élevés parce que la dette publique a fortement augmenté. Cette absence de tolérance à des taux d'intérêt élevés est agrémentée par la Banque centrale qui a baissé les taux d'intérêt très bas et qui, en continuant à acheter des obligations, maintient des taux bas. D'ailleurs, dans le Financial Times, j'ai lu il y a 2-3 jours que le président de la Banque de France disait que la Banque centrale européenne avait le pouvoir de garder les taux d'intérêt bas. Et singulièrement, c'est ce qui est utile pour les États maintenant a un effet mécanique sur la valeur du capital. Donc en fait, le capital bénéficie de l'intolérance des États à avoir des taux d'intérêt bas. Et donc, c'est tout à fait particulier, il y a quelque part une sorte d'alignement des États et des marchés. Les marchés voient la valeur du capital augmenter parce que les États eux-mêmes ne peuvent pas tolérer des taux d'intérêt bas. Donc c'est très particulier. Donc je dis pas que quand je parle d'érosion du capital, je parle d'érosion du capital sans risque. D'ailleurs, on le sait, hein, on l'a vu dans les années 70, le pire, c'est pour le capital l'inflation qui n'est pas anticipée. Si l'inflation est anticipée de manière légère, progressive, et que ça intègre dans les valeurs des actifs, et que ça intègre dans les taux d'intérêt, c'est les chocs d'inflation non anticipés qui posent problème. Et on a tous en mémoire les années 70 parce que en fait, cette inflation non anticipée a été liée au fait que les accords de Bretton Woods sont sautés exactement il y a 50 ans, c'était le 15 août 71, donc quasiment à quelques mois près, et que ça a créé une vague d'inflation qui n'avait pas du tout été prévue dans la valeur des obligations à l'époque. Alors, on a vu récemment les taux à long terme, à la fois aux USA, c'est parti de là, mais oui, ça vient également en Europe, les taux qui se tendent. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que c'est logique que les taux se tendent déjà aujourd'hui, surtout en Europe? La croissance n'est pas au rendez-vous. Je pense que c'est une question d'anticipation. C'est-à-dire que les taux d'intérêt, les taux d'intérêt, en fait, c'est le prix du temps, mais projeté dans le futur. Et donc, avoir des taux d'intérêt, par exemple, le 10 ans allemand redevient positif maintenant, des taux d'intérêt qui augmentent, c'est plutôt bon signe, parce qu'en fait, c'est plutôt des taux d'intérêt négatifs qui sont à l'aune de l'histoire quand même une exception. Et donc, ça veut dire que, enfin, il y a deux bonnes nouvelles là-dedans. C'est que, d'abord, il y a un peu d'inflation qui commence à être incorporée dans les taux, puisque le taux d'intérêt doit compenser le pouvoir d'achat futur. Et ça vient des États-Unis, notamment suite au plan de relance américain qui est tout à fait gigantesque. Et donc, il est normal que si à un moment le taux américain monte, les capitaux vont vers les États-Unis, quittent l'Europe, les valeurs des obligations baissent et donc le taux d'intérêt monte en Europe. Donc, c'est assez logique. Il y a toujours un effet de capillarité. Et ce qui est plutôt, je trouve, positif, c'est que ces taux montent pas parce qu'il y a une augmentation de la prime de risque. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en Europe une défiance par rapport à l'euro ou par rapport à un pays particulier, bien que le spread ait augmenté. Et ça, c'est plutôt bon signe, parce que la pire augmentation de taux, au-delà de l'inflation non anticipée, c'est un moment une prime de risque. C'est-à-dire qu'on se dit que voilà, l'emprunteur ne va pas rembourser. C'est pas ça qu'on vit maintenant. Donc,
voilà, je dis pas que c'est une super nouvelle pour le marché des actions. D'ailleurs, on a vu que les actions avaient un peu baissé, il y a un peu de remous dans les marchés, mais ça, moi je vois ça plutôt comme une renormalisation. C'est pas comme, enfin, on n'aurait pas pu imaginer avoir des taux d'intérêt négatifs jusqu'à la perpétuité des temps, c'est pas possible. Donc voilà, moi ça me... Ce qui est un peu surprenant, c'est la rapidité de l'augmentation des taux. Ça, c'est vrai que sur le Bund allemand, ça a été assez vite. Mais voilà. Moi, je pense qu'il faut le voir comme un bon signe. D'ailleurs, les banques centrales elles-mêmes essaient de restimuler l'inflation depuis des années. C'est aussi un paradoxe. On dit que l'inflation, c'est pas bon, mais les banques centrales ont dit depuis des années qu'elles voulaient réatteindre la convergence vers un taux d'inflation d'à peu près 2%. Donc finalement, moi, je sais pas, ça me semble pas être dramatiquement dangereux. Alors, la grande question dans cette crise, en Belgique comme ailleurs, c'est qui va payer la facture? Est-ce que c'est la BCE finalement qui va tout sauver? Mais on voit déjà qu'au Royaume-Uni, il y avait le budget britannique qui a été présenté hier. Qu'est-ce qu'on annonce pour éponger la facture? Des hausses d'impôts à la fois pour les particuliers et les entreprises. Est-ce que c'est ça qui nous attend en Belgique également? Ben, j'espère que non, parce que ce serait une erreur catastrophique à l'aune de l'histoire que d'avoir une augmentation des impôts. Bon, je sais qu'on n'est pas dirigé par des gens extrêmement visionnaires, mais quiconque maintenant parle de retour à l'équilibre budgétaire fait une erreur de jugement. Pourquoi? Parce que la dernière chose dont l'économie a besoin, c'est justement d'avoir cette augmentation de taux. Ce qu'il faut maintenant au contraire en Europe, c'est avoir de la confiance, du pouvoir d'achat qui se génère. C'est ça qu'il faut avoir. Et si les gens, si l'économie prend à la perception qu'on va de nouveau revenir à des augmentations d'impôts, ça va créer un choc de déflation, c'est-à-dire que les gens vont dire, mais voilà, si on va payer des impôts, on va mettre de l'argent de côté, c'est le réflexe ricardien, hein, finalement. Oui. Moi, qui d'ailleurs, on s'en souvient, avait été utilisé en 2008 pour expliquer pourquoi il fallait revenir en pleine crise économique à l'équilibre budgétaire, et qui avait été vraiment une erreur complète, on le constate maintenant, puisqu'on fait l'inverse de ce qu'on a fait en 2008. Moi, je pense qu'à partir du moment où je sais que ça paraît la voie de la facilité, mais à partir du moment où la Banque Centrale Européenne a mis en œuvre un programme de création monétaire, il est clair qu'elle ne va pas le faire ad infinitum, mais ce n'est pas maintenant qu'on doit inquiéter la population avec des hausses d'impôts. D'ailleurs, tout impôt est mauvais maintenant. Tout impôt est mauvais maintenant. L'impôt sur la consommation est mauvais. D'abord parce que la consommation va être un peu contrariée par l'inflation alors que les salaires n'augmentent pas, il ne faut quand même pas l'oublier. Et en plus, c'est bon de stimuler la consommation intérieure. L'impôt sur les revenus professionnels, ça n'a aucun sens à partir du moment où on est justement en chômage important. L'impôt sur les biens immobiliers n'a pas de sens, alors qu'il faut justement stimuler la construction, et qu'on sait qu'en plus on a un problème en Belgique dans le domaine résidentiel de manque d'offres par rapport à la demande. Et l'impôt sur les revenus mobiliers serait la meilleure façon de contrarier tout investissement en capital à risque. Donc aucun des bons impôt n'est bon pour le moment. Et moi je crains évidemment que comme on n'est peut-être pas dirigé par des gens qui ont une vision très unifiée, on le fasse quand même, j'espère que non. Et pour moi un exemple, et je me suis plusieurs fois manifesté dans la presse sur ce sujet, c'est l'histoire des retraites. Donc maintenant on a une ministre des pensions qui, on ne sait pas très bien pourquoi, quelle mouche a piqué, qui commence à dire que mais finalement non, on va taxer différemment ou même convertir les capitaux de retraite en rente, alors qu'on est en pleine amorce du vieillissement de la population qui va culminer dans 10 ans. Ça va créer une frayeur complète de l'économie, mis à part le fait que la confiance dans l'État va disparaître. Donc, moi, je pense qu'il faut continuer la création monétaire, qui n'est pas de nature inflationniste pour le moment, et dans 2-3 ans, on verra bien quand l'économie aura retrouvé des bases stabilisées. C'est ça que je recommanderais. Mais je pense que si on fait comprendre à la population qu'on va rattraper par l'impôt ce qu'on lui donne maintenant, c'est vraiment le mauvais signal à tout prix à donner. Il y avait le temps. Il y a des gens qu'on entend parler, je ne sais pas si oui, je ne sais pas si c'est chez toi, Bruno, ou... fermé. C'est pas moi, c'est pas chez moi. Non, chez moi, il y a personne, je suis dans le vide, moi, ici. Non. Moi aussi, donc je ne sais pas d'où ça vient. Franchement, tous les micros sont fermés.
même des oiseaux qu'on entend. Oui, je sais, mais tous les micros sont fermés. Il y a un mystère, mais en tout cas, c'est pas chez nous. Voilà. Il y a toujours un troisième micro qui s'ouvre, mais c'est pas d'où ça vient. Alors, il y a quasiment 300 milliards qui sont déposés sur les comptes d'épargne. Est-ce que c'est logique et que faudrait-il que faudrait-il faire Les gens veulent se mettre en mute, je pense. Ils veulent se mettre en mute parce que... il y a un gros problème. Oui, Marilyn, c'est pas vous qui oui, faites du bruit. fermés, donc je sais pas d'où ça vient. Mettez-vous en mute. Quelqu'un n'est pas en mute là. Chez nous, tous les micros sont fermés, donc normalement, il n'y devrait pas y avoir de problème. Oui, ben écoute, voilà, moi je pense, voilà, il y a beaucoup d'argent qui est dans les carnets qui est sur les carnets de dépôt, je connais pas le montant, je crois que tu parles du 300 milliards, Ouais, ça doit être à peu près 300 ça. milliards, ouais. Voilà. Il y a vraiment quelqu'un qui fait beaucoup de bruit, moi, je pense. Mais moi je sais qui c'est Vinciane. C'est vous qui faites un peu de bruit, non? Mettez-vous en mute, Vinciane, non? Ah bon. Mais bon, cet argent n'est pas perdu. Cet argent, il n'est pas perdu. Il se trouve au passif des banques, et les banques réinjectent cet argent dans des prêts à l'économie et sont quand même un bon réservoir si à un moment il faut que quelqu'un achète les dettes publiques. Il ne faut pas l'oublier. On ne peut pas reprocher à des personnes d'avoir des réflexes d'épargne de précaution. On ne peut pas le reprocher. Quelqu'un qui a peur de l'avenir, on a tous peur de l'avenir, on a tous besoin d'avoir ce qu'on appelle un certain nombre de mois ou de semaines de dépenses courantes en réserve au cas où il arrive quelque chose, ou si on a un achat inattendu à faire, hein, ça se comprend, ça se lit parfaitement bien. Le problème, c'est que les prudences individuelles est tout à fait légitime quand elles s'agrègent, ça crée un excès de prudence au niveau collectif. Donc moi, j'ai pu penser qu'on devait relancer les actions AFV, qu'on devait relancer cette invention que j'avais des internationaux, peut-être sous une forme un peu différente, un peu plus participative à l'économie, parce que, en fait, quand on parle de plan de relance en Belgique, on a un plan de relance qui est franchement ridicule, quoi. Enfin, c'est à se rouler par terre de rire, hein. On a, bon an, mal an, à peu près 10 milliards d'investissements publics. Ok. Bon, c'est pas pour l'écho, hein, les adjectifs que j'utilise, Marc. Hein. On a un plan de relance de 5 milliards d'euros, c'est-à-dire en fait un ajout européen d'à peu près 6 mois d'investissement public. Eh bien, si on voulait relancer l'économie, moi je dis qu'on devrait avoir un plan de relance d'à peu près 100 à 120 milliards d'euros. Parce que l'effet retour, c'est-à-dire l'effet dans l'économie domestique, n'est jamais que de 60%, puisqu'il y a tout un contenu importé. Alors, je serais d'ailleurs surpris de voir la nationalité des travailleurs, avec tout le grand respect qu'on peut avoir pour les règles européennes, qui vont monter sur les échafaudages, s'ils osent le faire, parce que moi je n'oserais pas, du palais de justice, puisque ça a l'air d'être un projet d'un secrétaire d'État dont la vision solaire d'ailleurs m'interpelle tous les jours. Mais si ce sont des travailleurs étrangers qui viennent, ça veut dire que ce n'est pas un pouvoir d'achat belge. Donc l'effet retour est de 60%. Si vous faites un plan de relance de 60 milliards, regarde ça, on arrive vite aux chiffres, hein, de 60 milliards d'euros, de 100 milliards d'euros, avec un effet retour de 60%, donc 60 milliards, ça correspond exactement au déficit budgétaire des années 20 et 21. Puisque c'était 35 milliards en 2020, à peu près 25 milliards en 2021, ça fait 60. Et si vous divisez 60 par 0,60, vous arrivez à 100 milliards. Donc en fait, le plan de relance qu'on a est un plan de relance qui n'aura aucun effet opératif, rien du tout, oui, je pense. Mais la logique de... On m'entend je suis activé. Oui, la logique de Pierre Wunsch, le gouverneur de la Banque nationale, c'est de dire que la Belgique ne doit pas vraiment prendre en œuvre un plan de relance propre, mais plutôt profiter des plans de relance de nos prendre l'Allemagne, la France, on est un pays exportateur. Oui, on a vraiment un problème. C'est la première fois que ça arrive, il y a beaucoup de bruit. Hein. Oui, je ne sais pas comment c'est possible. Tous les micros sont fermés. Il y a quelqu'un qui s'est introduit dans le système, à mon avis. Oui, c'est pas possible autrement, parce que tous les gens qui sont en ligne, tout est bien géré, donc il n'y a pas de souci. Pierre Wunsch a raison. Hein, qu'est-ce qu'il dit Pierre Wunsch? Il dit en fait qu'il faut avoir un plan... Il faut faire attention avec l'argent dont on dispose. La Belgique n'a pas des moyens énormes, mais elle peut profiter plutôt des plans de relance de la France, de l'Allemagne, qui pour nos exportateurs sont positifs.
Non, mais il a raison. C'est-à-dire qu'on a une zone. Il a raison. Il a tout à fait raison. Pérune, c'est quelqu'un d'une grande intelligence et en plus d'un grand équilibre personnel et professionnel. Quelqu'un de tout à fait tempéré et qui porte les messages qu'il doit porter. Il a raison de dire que les plans de relance ne peuvent pas être simplement nationaux. Et donc, en fait, ce qu'il dit indirectement, c'est que nous allons bénéficier indirectement du plan de relance allemand, français, etc. Parce qu'il y a des interactions qui vont se faire entre les économies. C'est pour ça que les allocations par pays devaient se justifier, je suppose, par des quotes-parts du PIB dans le PIB de la zone euro. Mais voilà. Le ministre des Finances, Vincent Van Petegem, était l'invité du Belgian Finance Center lundi dernier. Il semble également plutôt modéré, avec une bonne vue économique. C'est même lui qui a proposé de continuer à suspendre les règles du traité sur les 3% et les 60% de dette, en disant que c'est pas le moment de retenir l'équilibre, c'est vraiment pas le moment, et qu'on doit plutôt investir. C'est plutôt un bon signe, non D'abord, je trouve que c'est quelqu'un. Moi, je me connais. C'est la première fois que j'ai parlé à ce ministre des Finances. D'abord, il faut se féliciter parce que pour une fois, on a un ministre des Finances qui est économiste et docteur en économie appliquée. C'est quand même plutôt rare, parce que on a eu beaucoup de juristes et j'ai jamais été irradié par. Donc c'est quelqu'un de très très équilibré, je trouve, qui dit exactement ce qu'on doit dire. C'est-à-dire que les critères de Maastricht qui ont été définis il y a bien longtemps, hein, n'oublions pas, ça a été fait en 92, ça fait presque 30 ans maintenant. C'était des critères d'entrée dans la zone euro, non plus la moindre pertinence. Prenez le cas des 3% de déficit budgétaire et des 60% d'endettement. D'où est-ce que ça vient, cette histoire? C'est Jean-Pierre Chevènement qui m'a un jour expliqué. Je rentrais d'un avion de Singapour et il se fait qu'il était à côté de moi. C'est passionnant, Jean-Pierre Chevènement, hein, c'est quand même un des grands hommes de la politique française. 3%, c'est le montant des investissements publics qu'il faut faire pour garder. C'est embêtant ce bruit, hein. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est... Est-ce que tout le monde pourrait se mettre en mute, peut-être? On est piraté par quelqu'un, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est la première fois qu'on a ce genre de souci. Ok, c'est pas grave. Mais voilà. Les 3%, c'est un peu comme une maison. Il faut 3%, enfin, quand on a un bien immobilier, ou enfin, on a des biens, je sais pas, des jardins, n'importe quoi, 3%, c'est le montant des dépenses qu'on doit faire pour maintenir le capital en ordre. Et donc, on avait dit à l'époque, ben voilà, 3%, c'est ce qu'il faut pour que les investissements publics soient maintenus. Ça se comprend, hein, à des bâtiments, 3% fois 30 ans. Oui, ben, en 30 ans, on a remboursé un bâtiment par innovation. Dans une maison, ben, il faut repeindre, il faut faire des petits travaux, des machins comme ça. Et les 60% de dette sur PIB, ça vient de quoi? Et ça vient du fait que 3% de déficit budgétaire, pour ce que je viens d'expliquer, à l'époque, la croissance était de 5%. En taux, en run rate, comme on dit en toute croisière, 3 sur 5, ça fait 60%. On n'y est plus maintenant. Parce que ça supposait que l'investissement... Et alors, qu'est-ce qui s'est évidemment passé? Parce que même, c'est hallucinant quand on y réfléchit. On n'a pas intégré dans les critères de Maastricht le vieillissement de la population. On n'a pas intégré. Alors qu'on savait que les dépenses sociales allaient augmenter. Elles ont commencé à flamber à cause... On savait très bien, Étienne de Calataille, qui a officié ici à la Banque de Grove, l'avait dit dès les années 80, c'est un homme très courageux d'ailleurs, Étienne de Calataille. Ça a failli coûter son poste de vice de chef de cabinet adjoint du ministère des Finances, hein, ou de chef de cabinet adjoint du Premier ministre à l'époque. Oui. Ça a été très courageux, il avait dit mais c'est intenable ces pensions, c'est pas financé. Les dépenses sociales vont commencer à augmenter à cause du vieillissement de la population. Donc qu'est-ce que les États ont dû faire, contraints par les 60% ou c'est des endettements? Ils ont dû diminuer les investissements publics. C'était ça l'histoire. Donc mécaniquement, on a dû diminuer les investissements publics parce que les dépenses sociales augmentaient et qu'on savait qu'elles allaient augmenter. Et alors avec quoi est-ce qu'on est venu? On a dit oui, mais alors il faut mettre en œuvre des réformes structurelles. Alors là on atteint le sommet de la dérision complète. Des réformes structurelles, c'est-à-dire ajuster l'Europe sur le modèle néolibéral américain. Arrêter les pensions, les soins de santé, blablabla, hein, tout flexibiliser. Mais le problème, c'est que les réformes structurelles, c'est pas dans la typologie de l'État social ou l'État-providence qu'on a construit depuis la Seconde Guerre mondiale. On peut pas du jour au lendemain, comme cette Madame Lalieu veut le faire, changer les retraites. Il y a la réalité de la dynamique des vies et de la relation à l'État. Ben, comme on vit 80 ans, ça doit durer 80 ans. Et donc, en fait, on a commencé à dire, et c'est ça qu'on n'a pas compris dans l'euro, que l'euro était un choix ultra-libéral
qui supposait qu'on détricote l'État social, et c'est-à-dire que les dépenses sociales baissent. Et la meilleure preuve en est que c'est un choix hyper néolibéral, c'est que l'euro est fondé sur la mobilité du travail. Mais ça, on le constate parfaitement aux États-Unis. Le travail est mobile aux États-Unis parce que comme l'État ne donne pas de couverture sociale, mais que ce sont les entreprises qui payent les prix d'assurance hospitalisation, les gens doivent bouger au gré des gisements de croissance. Mais en Europe, la mobilité du travail est très réduite. On parle des langues différentes, on a des typologies religieuses, géographiques, géologiques, que c'est très différentes. Donc en fait, les gars qui ont fait l'euro, non, finalement, ou bien ils ont été d'une naïveté insondable, ce que je crois, ou bien ils ont été complètement pernicieux jusqu'à vouloir que la monnaie contribue à détricoter les états sociaux d'après-guerre. Je ne les crois pas assez malins pour en être arrivé à ce point-là. Donc ces gars n'avaient rien compris. Marc et Bruno, je peux peut-être vous proposer, c'est de se reconnecter, qu'on déconnecte tout, et vous vous reconnectez d'ici 2 minutes. Parce que je pense que là, il y a peut-être un vrai souci avec un... Apparemment, c'est Monsieur Pinte, mais on ne parvient pas à... Ça va, on déconnecte tout, ça va. Alors, on se déconnecte tous et on se revoit tous après. On a tous une préoccupation, c'est que la vaccination est complètement chaotique et démontre bien l'inefficacité complète des pouvoirs publics dans ce domaine. En même temps, je pense que les pouvoirs publics vont devoir lâcher la bride en termes de mobilité des personnes. Parce qu'on ne peut pas imaginer un pays qui soit encore 10 mois en 2021 comme c'était pendant les 2 mois qui viennent de s'écouler. Et donc il y aura certainement un moment... Oui, il y aura 2 contraintes, quoi. Ce sera la contrainte hospitalière, on la voit maintenant, elle est tout à fait réelle. Et en même temps, il y a un besoin collectif, donc ça va être un choix de l'individu contre la collectivité. Surtout les jeunes, surtout du côté des jeunes. Oui, mais moi j'ai une fille, j'ai une fille de 20 ans, et donc c'est pas facile pour les jeunes. Hein, et d'ailleurs, on ne se rend pas compte que non seulement ça affecte le moral maintenant, mais ça affecte toute la capacité d'innovation, de rêverie, d'imagination, de création que la rencontre, que l'émulation de rencontre des jeunes fait. Donc on perd des points de croissance qu'on verra se concrétiser dans 10 ans, dans 15 ans. Donc, je sais pas, oui, ça me semble être un pourcentage qui peut être cohérent, oui. Alors, mais ceci étant, je suis prudent parce que quand j'avais dit au ministre du Budget, David Caraval, qui est vraiment quelqu'un de très intéressant d'ailleurs, en février l'année passée, j'avais dit on va perdre à peu près une dizaine de pourcents de PIB. Il m'avait dit c'est impensable, on y est quand même arrivé pas loin. Donc. Il y a eu diverses déclarations d'économistes comme Georges Hugeux, donc le belgo-américain qui travaille à New York, en disant qu'on a exagéré l'ampleur du virus, qu'on aurait dû mieux faire de vivre avec ce virus, de garder les distances, garder les masques, etc., mais de continuer à faire tourner l'économie. Et que là, on tombe on va le payer très cher en termes non seulement économiques, mais également en santé mentale des gens. Bien sûr, mais je pense que quelqu'un tout à fait remarquable, que je vois d'ailleurs assez souvent, il a raison, mais pourquoi est-ce qu'on a vécu comme ça? Parce que ça a révélé l'incurie de l'État. À un moment, on a dit qu'il ne fallait pas de masque parce que l'État n'en avait pas. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on est dans cette situation de continuer à avoir des couvre-feux, des limitations à la mobilité des personnes? Parce que la vaccination ne fonctionne pas. Enfin, le quart de la population anglaise est vaccinée. Si on transposait ça à la Belgique, alors je ne sais pas si c'est les gens de plus de 18 ans, moins de 18 ans, je ne vais pas regarder les chiffres, mais quand on regarde les chiffres en Belgique, ça voudrait dire qu'on aurait à peu près 2,5 millions de personnes qui doivent être vaccinées. On est à rien du tout. On a 3-4% de la population. Donc le problème, il faut dire les choses comme elles sont, hein, c'est que cet état de désespoir, de moindre croissance économique est lié à l'incapacité de l'État de gérer un problème que pourtant les meilleurs logisticiens du monde, qui sont les militaires, parce que la logistique à l'armée, c'est quand même pas n'importe quoi, les types qui font logistique à l'armée sont des types même super brillants, auraient pu parfaitement organiser. D'ailleurs, je n'ai jamais compris pourquoi on ne l'avait pas fait. L'Italie a chargé la vaccination, à un militaire. Parce que les meilleurs logisticiens du monde sont des militaires, tout le monde le sait. Ben, moi j'étais officier de réserve, on ne se moquait pas de ces gens-là. Hein. Et donc en fait on est en train maintenant de vivre dans une sorte d'ambiguïté, d'un tâtonnement complet, parce que la vaccination ne suit pas son cours. C'est aussi simple que ça à comprendre. Moi j'ai une mère de 85 ans, elle n'a pas reçu la moindre lettre.
J'ai peur pour elle, hein. J'ai peur pour elle. Est-ce que dans cette crise, les banques commerciales, c'est pas le cas de la banque de Degroof Petercam, qui est une banque d'affaires, est-ce que les banques commerciales prêtent assez aux PME, aux indépendants qui sont vraiment à la corde? On sent qu'il y a quand même une réticence des banques qui sont pris entre le fait qu'elles doivent être plus prudentes vu les réglementations bancaires. Oui. C'est d'un côté à prêter plus, mais elles ne le font pas vraiment. Donc, est-ce qu'il y a une réticence? Elles ont d'ailleurs été attaquées au Parlement, hein, les banques. Oui, non, je sais. Je suis rentré au comité de direction de Febelfi, donc je peux en parler que de manière prudente. Moi, je pense que les banques ont quand même fait beaucoup par rapport à... D'abord, l'État les a pas mal aidés par tous ces systèmes de garantie qu'on a obtenus. Je pense que les États jouent quand même un rôle assez important, sérieusement. Et je pense que ce serait faire un mauvais procès que de dire qu'elles n'ont pas bien, elles ont pas assez prêté à l'économie. Parce que n'oublions pas une chose, c'est que si une banque prête de l'argent à mauvais escient, c'est nos dépôts qui sont à risque, hein. C'est nous qui prêtons, enfin, c'est pas les banques qui prennent de l'argent comme ça qui vient du ciel, c'est de l'argent qui est en fait trouve sa contrepartie dans des dépôts. Moi, vraiment, je vous dis... Elles sont payées, elles sont payées par la BCE quand elles prêtent de l'argent à l'économie. Elles sont payées 1%. Donc, elles reçoivent de l'argent pour prêter. Ce qui est quand même le monde à l'envers, non? C'est le monde à l'envers. Mais en même une temps, situation qu'on n'a jamais connue. Jamais. Tu as raison. Jamais connu ça. Mais en même temps, non, tu as raison, c'est incontestable. En même temps, je pense qu'elles doivent agir avec discernement. D'ailleurs, c'est un peu épouvantable, mais le ministre des Finances, ou non, c'était Perrunch qui avait dit, quelque part, les banques vont devoir faire le tri. Ce qui est terrible. C'est terrible de penser ça, mais c'est pas tout à fait faux, parce que les banques ne peuvent pas non plus avoir une gestion comment dire, enfin, si les banques commençaient à avoir une gestion qui était désordonnée, non prudente, on leur reprochait de ne pas avoir mis tout en œuvre pour sortir de la crise correctement. Et donc, ça poserait un problème peut-être macro-prudentiel. Donc, moi, il me semble quand même que quand j'entends les banquiers, quand je lis les déclarations, je n'ai rien révélé qui n'est pas public, ça me semble quand même être plus ou moins bien ficelé. C'est pas parfait, mais voilà. Il nous reste un gros quart d'heure pour la conférence. Je propose que les gens qui veulent poser des questions le fassent. C'est l'occasion à jamais de le faire. On peut prendre soit la main levée, soit alors j'ai également, il y a Marilyn qui voulait poser une question. Marilyn, nous t'écoutons. Oui, monsieur Colmore, vous êtes quelqu'un qui est une clairvoyance au niveau économique et je vous estime beaucoup. Et je suis toujours très surprise que quelque part, des gens comme vous, comme Étienne de Calataï, qui ont une intelligence et une vision très claire, ne parviennent pas à influencer ce monde politique qui a des décisions, alors on est d'accord, ils ont des décisions complètement différentes en fonction qu'ils soient libéraux ou socialistes ou peu importe, mais on est quand même dans un grand capharnaüm avec des décisions, et j'ai bien apprécié votre remarque concernant les impôts, et quand je vois ce qu'on nous balance ou ce qu'on nous dit pas concernant les augmentations un petit peu cachées des impôts, comme l'application d'amendes, alors que, soi-disant, nous étions avec des possibilités de report de paiement, mais l'administration est quand même parvenue à aller appliquer des amendes qui n'étaient pas piquées des airs chez certains indépendants et pour lesquels on est en réclamation non-stop. Donc, voilà, on est un petit peu dans cette espèce de labyrinthe. Le ministre Van Petegem qui veut maintenant changer nos revenus de capitaux d'assurance en rente. C'est pas lui qui veut le faire. Hein. Non, je pense que c'est pas lui qui veut le faire. Hein. Mais il y a un risque, il y a un danger, ça c'est clair. C'est clairement un vol à l'égard des citoyens. Ah, mais c'est un vol complet, ça. C'est pour ça qu'il faut s'y opposer. Et on espère que certains vont le faire. Quel pouvoir avons-nous pour nous y opposer? Mais vous savez, écoutez, moi je comprends tout ce que vous dites, mais je vais vous dire une chose. Étienne de Calataï et moi, de nouveau, je voudrais réitérer l'immense respect que j'ai pour cette personne. On a tous les deux été chefs de cabinet. Lui, il était... on a tous les deux chefs de cabinet, ministre des Finances. Et donc, voilà. Est-ce qu'on est écouté ou pas?
modiquement, parce que le pouvoir politique a ses propres règles, ses us et coutumes. Avant d'être ministre parlementaire, il faut être candidat. C'est un cursus, hein. Et c'est pas parce que comme ça on descend du ciel comme l'homme nouveau de Danton de Robespierre qu'on a raison. Et donc le monde politique considère, à juste titre, qu'il possède la légitimité démocratique. Ils sont élus, ces gens. Et c'est dur de se faire élire, c'est un cursus. Donc le centre de la chaudière, bien que notre pays soit devenu une particratie, mais c'est quand même le Parlement, et c'est donc de manière souveraine le Parlement qui peut décider. Et on ne pourra jamais substituer un expert à la représentation démocratique. Je pense vraiment. C'est ça l'histoire. Et même si on peut dire des choses de bon sens, d'accord, on va dire des choses de bon sens, mais ça peut être écouté ou pas écouté, on peut influencer à la marge. Mais j'ai compris ça, qu'il ne faut pas, le pouvoir politique, le pouvoir d'influence ne peut jamais être un substitut à la réalité d'un Parlement, quoi. Jamais. Jamais. Voilà ce que je pense. Et que pensez-vous de l'idée qu'avait eue Jean-Marc Nollet au moment des élections le 26 mai 2019, si je ne me trompe pas, et vu les résultats des élections, de pouvoir partager ce pouvoir, entre guillemets, politique avec des gens de la société civile? C'est une idée qui n'est pas... Oui, c'est pénible de nouvelle, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont ce genre d'idée. Mais il faut savoir une chose, c'est que le pouvoir politique n'aime pas tellement ce genre de choses, parce que, de nouveau, c'est un peu bypasser la représentation démocratique. Vous voyez ? C'est partir de l'idée que des gens savent mieux que d'autres, et alors ça pose la question de savoir, mais comment choisir ces gens finalement? Parce que si vous avez des gens comme moi qui deviennent un jour ministre, on va dire, mais pourquoi lui et pas un autre, et pourquoi lui et pas moi, vous voyez? Donc c'est pas évident, je pense. Moi, je pense qu'il faudrait, on a un système politique qui fonctionne par une représentation démocratique, qui est un système finalement extrêmement sain, malheureusement capturé en particratie, parce que on voit bien qu'on a des présidents de parti, suivez mon regard, qui n'ont même pas capables d'avoir été élus députés. Mais des gouvernements de société civile, d'experts, c'est dangereux parce que ça peut conduire à une perception de bonapartisme ou de despotisme éclairé. Donc voilà, je pense que chacun doit être à sa place. Les économistes des Calata et moi, ça donne son avis, puis d'autres agissent en fonction de. Voilà. Il y a M. Gauthier Vanec qui a également une question pour vous, M. Coleman. Oui. Le micro est désactivé. Bon, ça va. Ça doit être activé chez nous. On vous entend très bien. Bon, ok. Ma question est à long terme, que devient quels sont les bons chiffres de la règle des 3%, 5%, 60%? Moi, je vais vous dire qu'en fait, ou quelque chose comme ça. Moi, je m'en foutrais complètement. D'ailleurs, c'est pas compliqué. On a dit avant qu'un endettement public n'était pas supportable quand il dépassait 90% du PIB. Maintenant, on dit que c'est 100 ou 105%. Moi, je pense que la monnaie doit être utilisée pour l'emploi. Le seul chiffre qu'on devrait regarder, c'est le taux d'emploi. Bien sûr avec le cours de change, bien sûr avec le taux d'inflation, etc. Mais c'est un mix, c'est une combinaison de différents facteurs, comme aux États-Unis, et l'endettement public devait être en fait le résidu de tout ça. S'il y a trop d'endettement public, il y a dépréciation de la monnaie, il y a risque d'inflation importée, il y a risque de défiance par rapport à la monnaie. Donc ce serait, à mon avis, on devrait gérer la monnaie avec une combinaison de plusieurs facteurs, et en fonction des circonstances économiques, ce sera plutôt l'accent sur l'inflation, sur la création d'emplois. C'est ça qu'on devrait avoir. L'erreur de l'euro, c'est d'avoir en fait, vous n'avez aucune monnaie au monde qui a résulté à devoir imposer aux États membres un certain déficit budgétaire, un certain désendettement. Et ce qui a conduit d'ailleurs en pleine crise souveraine à vouloir imposer les règles d'or visant à désendetter les États. Enfin, on dit au fou quand on entend ça. Donc la vraie question, c'est de savoir on devrait en fait avoir une gestion de la monnaie un peu comme les Américains. Moi, je pense. Viser la paix sociale?
et donc indirectement viser un taux d'emploi satisfaisant qui satisfait aussi le vieillissement de la population, etc. Absolument. Parce que viser un taux d'emploi de 70% avec 15-20% de jeunes et 25% de personnes âgées, ou bien vous entrez dans un modèle japonais où les gens de 70 ans, 75 ans deviennent, quelle que soit leur qualification, gardiens de parking pour avoir quand même un travail, quoi. C'est vrai. Est-ce que c'est le modèle vers lequel vous pensez que l'Europe va aller? Parce qu'il ne s'agit pas de la Belgique, évidemment. Ben, j'espère que non. J'espère que non, parce que 200% d'investissement, 0% de croissance ou 1% de croissance, des taux d'intérêt négatifs pendant encore 5 ans, 10 ans. mais quel est votre propos, que je comprenne bien? Ouais, je pense que je suis d'accord avec vous que disons, les gouvernements implicitement vont viser Oui, de toute oui, façon une paix sociale et oui, donc comme on dit, un taux d'emploi suffisant, je dirais un taux de revenu suffisant pour la majeure partie des gens. oui, Mais comme vous l'avez dit, on sera avec une croissance faible, le oui, vieillissement de la population. Donc, les 5% de croissance, effectivement, c'est plus ça. La croissance, elle va être négative puisque la population vieillit. Quand j'ai plus que 1000 ou 1500 bien sûr, euros de revenus, bien sûr, même si j'ai pu, parce que je suis dans les 10%, bénéficier d'assurance groupe ou de bien sûr, PFI, peu importe, même oui, si elle est taxée, ça me fait quand même un gros capital. Donc, bien sûr. comment voyez-vous l'évolution, une Ce sera croissance négative l'immigration. à terme, une augmentation de 100 à 200% de déficit public comme vit le Japon, ou comment voyez-vous, Ben, disons, écoutez, je le vois parce avec que beaucoup vous de êtes quand même un difficultés. visionnaire à long terme. Non, non, mais je suis pas un visionnaire plus que vous, hein, parce que tout ce que vous dites, attendez, d'abord, moi, je n'ai pas plus raison que vous, mais tout ce que vous dites, moi, j'aime bien. Je trouve il y a beaucoup de bon sens et de nuances dans ce que vous dites. Mais en vérité, moi, je pense, mais je vais peut-être vous choquer en disant ça. Pour moi, le principal risque qu'on a maintenant, c'est l'ordre social. Ça, c'est le risque numéro un. Voilà. C'est le numéro un. C'est un moment qui est un phénomène de désobéissance civile, contractuelle, fiscale, que les rapports entre les classes sociales commencent à se tendre, qu'on a des mecs qui est peut-être dans le rêve un peu sombre des envies de peut-être de distribution politique. D'ailleurs, je pense qu'il y a certainement des gars maintenant, au moment où on se parle, qui ont peut-être en tête des assassinats politiques ou des poseurs de bombes. Hein. Qu'est-ce qu'on en sait? C'est bien arrivé dans les années 80. Et donc, on a un problème structurel, c'est que comme l'État social doit être préservé pour que les personnes aient un pouvoir d'achat et continuent à survivre, on va devoir trouver d'autres sources de croissance. Par exemple, on devra avoir une attitude beaucoup plus ouverte par rapport à l'immigration, parce que ce sont des forces vives qui arrivent. On va devoir certainement aussi rééquilibrer le contrat social et fiscal. Bon, il n'y a pas de raison, je pense souvent, que je paye mes médicaments ou mon dentiste, qui, enfin, non, il n'est pas conventionné, mais le même prix qu'un gars qui gagne la moitié que moi. Donc on va peut-être devoir repenser les choses avec ceux qui sont un peu plus nantis, qui payent un peu plus en termes de cotisation sociale, ils reçoivent un peu moins. Donc on va devoir à la marche un peu changer les choses, mais on a un problème structurel. Et en fin de compte, c'est là qu'on a une collision de modèles. Le modèle anglo-saxon sera toujours plus performant parce que les gens sont dépouillés de protection sociale. Donc c'est marche ou crève. Ou bien c'est comme au Japon, hein, mais vous avez aux États-Unis, vous avez des vieilles personnes qui sont dans le gardien de musée. Moi, j'ai fait souvent, c'est assez effrayant. Et nous, on a choisi un autre modèle, mais on n'a pas été assez prévoyant puisque on a gagé notre modèle sur le travail futur, ce qui était un non-sens puisque la population vieillit et qu'elle n'allait pas avoir de travail futur. Donc au moment de l'inversion des groupes démographiques, on aurait dû dire, attendez, c'est pas possible, on ne peut pas pouvoir maintenir les retraites et les pensions gagées par le travail futur puisqu'il est en baisse relative. Donc on va avoir des années difficiles. Voilà. J'ai pas de solution. Mais je pense qu'il y aura un rééquilibrage social et fiscal, mais qui doit se faire de manière soft. Hein. C'est pour ça que changer des systèmes de pension en cours de route, ça c'est dramatique. Par contre, si on a des choses qui se changent sur les 20 ans qui viennent, ça a du sens. Oui. Marc, qu'est-ce que tu voulais? Ah, il y a Monique qui a également une question pour vous, monsieur Calmont. Alors, Monique. Oui. Monique, il faut activer ton micro. On parle.
Ça ne fonctionne pas pour l'instant, donc elle doit l'ouvrir absolument de son côté. Je sais que c'est ouvert. Je ne sais pas qui parle. Normalement, c'est Monique l'empereur. Mais elle nous où est-ce qu'elle est, Monique ? donc il y a un petit problème de micro. Voilà. Tu peux également poser ta question éventuellement par chat, Monique, si tu nous entends. Marc, tu veux peut-être reprendre la parole ? Oui, on a parlé d'un gouvernement d'experts. On remarque qu'en Italie, c'est quand même l'ancien président de la BCE, un technocrate par excellence, Mario Draghi, qui dirige le pays. Est-ce que c'est une expérience qu'on devrait suivre chez nous, avec un technocrate reconnu par tous ? Moi, je suis sceptique par rapport à ça. Je pense qu'il vaut mieux avoir un gouvernement de gens élus et qui soit bien assisté par des personnes d'expertise. L'Italie a quand même une tradition d'avoir des gouvernements techniques que nous, on n'a pas. Je pense que ça poserait un problème de représentation démocratique. Parce que pensons à des partis un peu extrémistes comme le Vlaams-Belang ou le PTB. Ce seront des partis qui ne pourraient pas, qui non seulement maintenant ont du mal à accéder au pouvoir, indépendamment de ce qu'on veut faire d'eux, mais qui en plus seraient bypassés par de la technicité qui serait supérieure à l'expression démocratique. Comme vrai démocrate, moi je suis un peu sceptique par rapport à ça. C'est un peu comme si Jean-Claude Juncker devenait Premier ministre chez nous, quoi. On rirait bien. Ça c'est vrai. On a retrouvé entre temps Monique. Monique, nous t'écoutons. Ah ben voilà. Donc Bruno avait parlé il y a quelques minutes donc de la croissance. J'aurais voulu avoir son opinion sur l'impact ou la faisabilité de réindustrialiser l'Europe. Il y a eu une désindustrialisation très importante au niveau européen. La crise du Covid a montré notre dépendance vis-à-vis de la Chine. On le voit aujourd'hui au niveau industriel, puisque certaines industries sont pratiquement à l'arrêt, puisqu'elles n'ont pas les composants qui viennent de Chine, ou bien nous faisons face à une logistique qui est devenue hors de coût. L'industrie, disons, est quand même fournit quand même des jobs qui sont qualifiés et bien payés. Est-ce que ce serait une possibilité pour le futur ? Moi, je doute vraiment qu'on arrive à réindustrialiser l'Europe comme on croit qu'on va le faire, parce qu'on vit quand même dans un monde maintenant complètement mondialisé, et la mondialisation, ça suppose que les facteurs de production s'ajustent en fonction de l'endroit où ils sont les moins chers ou les plus productifs. Et donc, je pense que parler de réindustrialisation, ça suppose qu'on ait trouvé des avantages concurrentiels. Mais en fait, le vrai problème n'est pas là. Si on avait un degré, en fait, bien qu'on le voit à des niveaux microéconomiques, quand on a des capacités d'innovation, comme dans des bioparcs et des choses comme ça, les gens viennent. Mais postuler une réindustrialisation, ça ne me semble pas avoir de sens. D'ailleurs, ça ne s'est jamais passé. Parce que la mondialisation, elle a commencé en 1850 avec la révolution industrielle. Et puis elle a été vraiment complètement accélérée par l'accession de la Chine à l'OMC en 2001. Et c'est un slogan politique plutôt qu'une réalité, je pense. Il est midi moins 5, je ne sais pas s'il y a encore une question, parce qu'à midi j'ai malheureusement un autre engagement. Je crois que c'était 1 heure, hein, Didier, je ne m'étais pas trompé. Oui, tout à fait, c'est 1 heure, oui, tout à fait. Je ne sais pas s'il y a une dernière question éventuellement pour M. Coleman. Moi, je vais peut-être poser la... Oui, peut-être Marc. Je vais poser la dernière rapidement. Si Bruno Coleman devenait Premier ministre, justement, quelle serait sa première décision ? Aller batailler pour avoir un plan d'investissement public qui soit un multiple de ce qu'on fait maintenant et investir dans quelques domaines très importants pour lesquels on n'est pas préparé. D'abord, étant un pays de forte densité, augmenter absolument la mobilité collective. Ça, c'est indispensable parce qu'on parle du RER depuis 20 ans. Moi, il se fait que je suis originaire de Brengaleux. Le RER doit passer à Brengaleux. Chaque fois que je vais à Brengaleux voir ma mère, c'est toujours la même gare que quand j'étais gosse avec la même baraque à frites. Deuxièmement, j'investirais massivement, de réserve massive pour tout ce qui est l'isolation des bâtiments publics et privés. Et alors, je m'attaquerai au problème, alors là, qui est tellement gros qu'on
n'arrive même pas à en voir le sommet, c'est toute la transition énergétique. Hein, parce qu'avec un opérateur privé étranger, et on voit ce que ça a donné d'avoir un opérateur privé étranger, hein, on voit que ça donne, c'est que quand on décide à Paris d'arrêter les centrales, il n'y a plus de centrales, on est nulle part, donc on a un problème. J'en parlais avec Damien Hertz, homme brillant parmi les brillants d'ailleurs. Samedi, je l'ai appelé pour demander un peu son avis, lui il me dit on va au crash. Il n'y a pas d'autre mot. Hein. Il faut que tu l'interroges, Marc, ça vaut vraiment la peine d'écouter cet homme. Et je crois que ce serait le numéro 1 d'investissement. C'est comment est-ce qu'on va être capable de trouver une certaine autonomie énergétique, sachant que dans 4 ans, on n'a plus de centrale qui fonctionne et on n'a pas de centrale à gaz pour compenser. Alors si on veut évidemment renouveler notre dépendance par rapport à l'étranger, il faut le faire, mais je pense qu'il y a des choses entre les deux à faire. Et donc ça, ce serait l'édition les plus importantes que je ferai. Vraiment. Ok, voilà, on va terminer par ces phrases. Encore un grand merci à Bruno Coleman, qu'on peut applaudir de chez soi. Donc voilà. Didier, je ne sais pas si tu as un message à faire passer. Oui, donc demain, nous retrouverons donc Jean-Jacques Loquet et Jean-Jacques Pire à 11h jusqu'à midi, en espérant que d'ici là, le son sera rétabli et qu'on n'aura plus de soucis, parce que c'est vraiment très très embêtant pour tout le monde. Merci à vous tous pour votre compréhension. Nous avons également le magazine Ecofin Mag qui va sortir très bientôt, donc le 10 mars. Voilà, donc avec Stéphane Sonneville en couverture. Il aura donc 68 pages. Si vous voulez également le recevoir, n'hésitez pas non plus à chatter, à envoyer un mail éventuellement. Si vous n'êtes pas encore membre de l'Ecofin Club, on vous l'enverra aussi avec grand plaisir. Donc, merci encore à Bruno Coleman, merci encore à Marc aussi pour avoir animé ce débat dans des conditions un peu difficiles. Mais bon, voilà, on est toujours au taquet, comme on dit chez nous, et on est toujours présent avec vous. Donc, un tout grand merci, à très bientôt et peut-être à demain 11h. Au revoir. À bientôt, au revoir. À demain, au revoir.